Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue au Mâche Patate! Et c'est déjà, croyez-le ou non, le dernier épisode de cette première saison. On va prendre une petite pause pour le temps des fêtes, mais on va vous revenir vers la mi-janvier. On a déjà plein d'idées pour 2019, on n'est pas inquiet pour ça. Et pour finir en beauté, cette semaine, on reçoit un colosse, une montagne, un géant du monde horticole. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Larry Hutchison. C'est un grand communicateur qui transmet sa passion au grand public depuis plus de 25 ans. Oui, puis vous le connaissez probablement mieux peut-être sous son nom d'artiste, on pourrait dire, le jardinier paresseux. Il a publié plus de 50 livres, écrit des centaines d'articles pour différents médias, dont Le Soleil. Et puis il a un blog extrêmement prolifique où il publie un article tous les jours, c'est vraiment impressionnant. Beaucoup le connaissent aussi parce qu'il a été chroniqueur à la télévision, notamment à Salut Bonjour Week-end. Et puis, vu l'étendue de ses connaissances, on pourrait aborder pas mal n'importe quel sujet avec lui du monde horticole, on a l'impression. Mais on a choisi une passion commune, en fait, des urbainculteurs et du jardinier paresseux, c'est-à-dire les mythes horticoles. Parce que chez les urbainculteurs, vous le savez peut-être pas, mais on donne un cursus de 6 journées de cours sur le jardinage urbain qui sont répartis dans la saison de culture. Puis on aime ça donner de l'information qui est exacte puis qui est fondée. Et puis ça nous amène à détruire des mythes horticoles qu'entretiennent parfois les participants ou les participantes à nos formations. Ils aiment pas toujours ça. Et puis on les comprend en fait parce que nous-mêmes en fait en montant les cours puis en se questionnant sur ce qu'on allait enseigner puis pourquoi, on se confrontait à nos propres mythes puis on devait les déboulonner et on souffrait parce que c'est souffrant. Hein? C'est pas le fun de prendre une chose à laquelle on adhère puis de devoir admettre qu'elle est peut-être fausse. Oui, et puis Larry Hutchison s'attaque sans relâche aux mythes horticoles. Il doit en voir de toutes les couleurs côté réaction du public. Je me souviens personnellement d'un de ses articles qui était au sujet des vers de terre, qui s'intitule en fait, le côté sombre des vers de terre. Puis en résumé, il explique que la majorité des vers de terre qu'on retrouve ici en Amérique du Nord viennent d'Europe et puis qui transforment certains écosystèmes forestiers en nuisant par exemple à la régénération et bien pire encore, je dirais. C'est un article assez court qui faisait quand même des nuances. Puis quelqu'un de mon réseau l'avait partagé sur Facebook et oh là, il fallait voir les commentaires. Les gens étaient indignés, mais touchez pas à mes vers de terre, c'est mes amis, je veux des sources, mon Dieu. Puis tu sais, quand on cite une information avec laquelle les gens sont en accord, les gens hurlent rarement pour avoir des sources, là. Mais quand ça vient les toucher un des fondements de leur croyance, là, oh mon Dieu, c'est ça, on souffre. Donc c'est quelque chose que doit vivre assez souvent Larry Hutchison, avec qui on va en parler sans plus attendre. Bonjour Larry. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que les gens réagissent vivement quand on déboulonne? Oui, certaines choses. Et même des choses où j'arrive à expliquer, ils comprennent, puis ils disent, mais non, je le ferai jamais. Parce que c'est trop bien ancré, on peut pas changer de façon de faire. Ouais. Donc, entre autres, l'espèce de mythe au sujet des tomates, les gourmands de tomates, il y a bien des gens qui sont incapables d'accepter. Ouais, c'est comme au-delà de la raison. Ah oui, mais ça devient... OK, on est des jardiniers, on a fait par passion, et ça devient un peu une religion, hein? C'est comme une religion, puis il y a certains préceptes qu'on n'ose pas critiquer. Et on veut que ce soit vrai. On veut que ce soit vrai. Ouais. Moi, ce n'est pas. Oui, puis comme dans la religion, il y a plusieurs sectes qui peuvent s'affronter un peu. Oui, ça aussi, ça c'est vrai. Ouais. Puis c'est quoi le mythe qui a été le plus qui a créé le plus gros scandale, là? Quel sujet qui a fait le plus réagir parmi tout ce que tu as abordé? Moi je pense que ce qui a fait le plus scandale, c'était vraiment le mythe sur les coquilles d'œufs et les limaces. Oui. Ça, je l'entends encore partout. Et c'est tellement facile de prouver que ça fonctionne pas, mais on dirait que personne va accepter. Ouais. C'est terrible, et c'est plate. Parce que mis en contexte, pour les gens qui le savent pas, on recommande généralement, c'est souvent recommandé de mettre des coquilles d'œufs autour, par exemple, des laitues, des choux, pour éviter que les limaces viennent les manger. Et puis finalement, en fait, ça marche pas. Et voir ça les attire plus, c'est ça que... Avant, tu vois, ça les attire plus. C'est encore pire. Et d'ailleurs, c'est sûr que les limaces, c'est un problème. Puis il y a pas de solution super facile pour les limaces. Non. Mais le coquille d'œuf, c'était une perte de temps, tout simplement. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins on recycle des coquilles d'œufs. Hein.
Oui, effectivement. C'est la seule chose. Ouais. Il y a peut-être des façons plus utiles, par contre. C'est certain. La théorie est que les limaces peuvent pas traverser les coquilles d'œufs parce que ça va couper leur corps. C'est coupant. Mais moi, je mets au défi quelqu'un d'essayer de se couper avec un coquille d'œuf. Ça coupe rien. Et si vous déposez les masses dans les coquilles d'œuf, il va simplement s'en aller ailleurs parce que c'est trop sec. Mais c'est pas à cause de ça. Et malheureusement, l'odeur d'œuf est une odeur un peu de décomposition. Donc, ça les ils vont aller chercher. Bon, fait qu'on le fait pas. Non. Puis un des mythes, en fait, le mythe qu'on avait le plus hâte d'aborder avec vous, qui est très, très répandu, puis au sujet duquel on se fait poser beaucoup de questions, nos urbainculteurs, c'est le compagnonnage, le fameux compagnonnage. Ouais. Donc, si vous savez pas de quoi je parle, c'est de l'idée là, d'associer des plantes entre elles pour créer des associations soit bénéfiques ou nuisibles, en fait, éviter les associations nuisibles et non les faire volontairement. Et puis, par exemple, pour réduire l'utilisation d'engrais ou de pesticides et tout ça, donc on va souvent dire, par exemple, de mettre des œillets d'Inde à côté des patates pour pas avoir de dorifort, ou souvent les capucines, ça revient souvent pour éloigner les pucerons. Puis on se fait très fréquemment demander, mais qu'est-ce que je dois planter avec ça? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans le même pot? Donc, on avait envie d'en parler avec vous parce que d'où vient en fait ce mythe-là? L'histoire de compagnonnage commence vraiment des années 70. Une Américaine qui s'appelait, décédée maintenant, Louise Riott. Donc un nom qui aurait un peu de québécois. Oui. C'est pas ça. Et elle écrit un livre en anglais, ça s'appelait Tomatoes Love Carrots, ou vice-versa, je me souviens jamais lequel. Et c'était très bien en français, en inversant le titre d'ailleurs, parce qu'on se rendait compte que, en fait, les carottes n'aimaient pas les tomates, mais elle a fait un deuxième livre. Et c'est des livres pleins de petits conseils, et avec des trucs comme ça, de telle plante n'aime pas telle autre plante, ça va bien avec l'autre. Il s'est basé sur cette expérience chez elle, aux États-Unis, et à l'époque, là, on parle des années 70. Moi, je jardinais, là. Je suis si vieux que ça. Et je suivais ses conseils à la lettre. Tout ce qu'elle disait, ça devait être vrai. Mais, j'avais pas les résultats. Ça marchait pas chez moi. Il y a presque rien qui marchait comme elle disait. Et au début, j'osais même pas le dire à personne parce que c'est tellement. J'étais dans le mouvement biologique de l'époque. Là, fallait pas contredire le compagnonnage. C'est une religion, hein. Faut pas se présenter en hérétique. Et j'ai rien dit pendant des années de temps. Sauf évidemment, si les gens me posent des questions, je disais mais non, je le fais pas vraiment maintenant. Mais à force de lire sur le sujet. Et maintenant, avec l'Internet, on peut trouver des réponses plus rapidement. Et de parler à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, je découvre que je suis pas le seul, hein. On en a beaucoup. Et dans le fond, il y a des bouts de vérité, des bouts complètement fausses, des choses qui s'appliquent pas. Et surtout, le célèbre tableau. Oui. Alors, il faut voir ces tableaux-là. C'était épouvantable. C'était supposé de montrer quelle plante pouvait aller avec quelle autre. Ouais. Donc, on avait une ligne en haut avec des noms des plantes. L'autre côté, il y en avait un autre, donc 2. Et là où les plantes se rencontraient, on voyait, oui, c'est une mauvaise combinaison ou une bonne ou neutre. Et évidemment, quand on a juste 2 plantes, c'est pas si pire. On ajoute une 3e plante. Tout d'un coup, il y a presque aucune combinaison de 3 plantes qui marchait. Et pourtant, un potager, c'est pas juste 2 plantes. D'habitude, c'est non. multiple. Oh, j'ai essayé de tourner ça de bord. Oh, ça marche pas, ça, je vais essayer un autre. Aujourd'hui, c'est facile, je le fais pas du tout. Et je plante à côté des plantes. Moi, je fais ce que j'appelle un compagnonnage logique. Bon, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est que je fais des choses d'après ce qui est logique de faire. Exemple, si j'ai moi, je suis bien maniaque des tomates indéterminées. Ceux qui connaissent, là, ça monte des fois quasiment 2 étages de haut. Mais je plante pas une plante comme ça, côté sud, parce que les plantes de l'autre côté n'auront pas de lumière. Donc, ça doit aller au fond. Ça, c'est un compagnonnage logique pour moi. J'essaie de pas concentrer des plantes. La même plante partout, surtout des pommes de terre, ça attire les ennemis, je les diffuse à travers d'autres. Ça, c'est logique pour moi. Si j'ai des plantes qui ont besoin de beaucoup de minéraux, et je viens de rajouter un nom de compost, ça va, puis je vais changer avec le temps pour les plantes qui en demandent moins, etc. Donc, une compagnonnage, oui, mais
de là suivre des règles. Évidemment, dans mon tableau de base, le célèbre tableau où on voit que le fenouil va avec rien, même pas avec lui-même. C'est vrai. Moi, le fenouil, j'adore le fenouil. Et moi, je l'ai toujours cultivé. J'ai jamais vu aucune réaction. Tes plantes semblent très bien, mais le fenouil, c'est que, moi, en tout cas, à un moment donné, on va découvrir plus, là. Il y a des choses à découvrir. Peut-être qu'il y a certains éléments qu'on pourrait ressortir, mais c'est encore très, très incertain. Il n'y a pas assez de preuves. Je pense que c'est faut pas rejeter le compagnonnage en bloc. Non. C'est justement, c'est qu'il vient comme un dogme, là, un peu, où le tableau vient sans explication, souvent. Tu sais, pourquoi les gens disent ça? Les gens répètent ce que les gens ont dit, que les gens ont répété, puis il y a des copier-coller maintenant à l'ère de l'Internet, puis on comprend pas la raison pour laquelle les plantes sont amies ou ennemies. Les tableaux sont pas pareils. Non, en plus. Donc, le truc, c'est de trouver un tableau qui convient à ce qu'on cultive. Et tiens, voilà. Ouais, ben oui. Mais ils se contredisent. Ouais, mais l'idée du compagnonnage logique, là, c'est ça. C'est si on se dit, OK, le tableau recommande telle association, ben de trouver la raison pourquoi. Puis si elle nous semble raisonnable, logique et utile pour nous, pour notre contexte, pour notre jardin, ben à ce moment-là, on peut le faire, tu sais. Les carottes aiment bien les tomates. Si les carottes sont de côté ensoleillé, les tomates, ça va bien aller. Mais il s'agit de bien calculer. Tu sais, il faut toujours penser quand on jardine, hein, c'est pas juste il faut vraiment calculer. Ouais, par curiosité, je sais pas si tu le sais, mais est-ce que cette dame-là, Louise Riotte, la première qui a écrit là, les livres sur le compagnonnage, est-ce qu'elle était déjà comme renommée dans le milieu? C'est un livre, non, je pense que c'était pas très connu. Moi, je l'ai parlé au téléphone déjà. OK. Il y a peut-être 20 ans, elle est décédée maintenant. Elle était déjà âgée quand elle a écrit le livre, là. Alors, j'ai pas mon âge, mais peu importe. Non, elle était pas très connue. Puis on dirait que ce livre-là, est comme sorti. C'est encore disponible, encore réimprimé. Je sais pas combien de langues. C'est très populaire. Okay. Je sais pas qui vend l'argent, J'espère que quelqu'un en profite au moins. Mais c'est ça. OK, ça a un succès instantané. Mais oui, ça a marché. OK. Ouais. Peut-être parce que ça aidait à prendre des décisions. Ouais. Les gens qui se mettent à jardiner veulent un départ, veulent savoir par où commencer, fait que ça semble clair peut-être là, comme je peux planter mais c'était plein de petits conseils faciles et utilisant des produits qu'on avait déjà à la maison. Donc c'était encourageant en général. OK. Puis, tu veux parler des plantes répulsives, je pense? Oui, c'est ça. Dans les dernières années, on entend de plus en plus parler de permaculture. Puis, un des principes, quand on applique la permaculture au jardinage, c'est d'associer ensemble des plantes qui vont être mutuellement bénéfiques. Puis, on forme des associations de nombreuses plantes, dont une qui doit avoir le rôle, souvent, de repousser les ravageurs grâce à ses huiles essentielles. Fait qu'on va souvent voir la mélisse, la menthe, le thym qui est utilisé, ils disent en anglais des aromatic pest confusers. Est-ce que tu prêtes foi à ces allégations? Pas vraiment. J'ai jamais eu de succès avec ces choses-là. On dirait que quand un insecte veut absolument trouver ma plante, elle va le trouver. Fait que non, j'ai pas eu de succès avec des plantes qui repoussent, que ce soit des petits insectes ou des animaux. En général, j'ai pas eu de succès. Je comprends peut-être que l'odeur peut les dissuader au début, mais ils finissent par les trouver. Non, j'ai pas vraiment remarqué que ça fonctionne très bien. Il y a pas de science derrière ça. Ouais. Mais des fois, c'est pas parce qu'il y a pas de science que c'est faux, tu sais. Ça peut être des observations de générations de jardiniers qui fait que c'est une chose qui est dite. Oui, mais même là, moi, je pense qu'une fois qu'on a une question, on devrait l'investiguer, on devrait s'informer. Et juste répéter parce que c'est toujours été fait. Parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses de mon père, dont des techniques qui m'ont été très utiles, mais il m'a emmené faire des choses qui étaient un gaspillage total de temps aussi. C'est ça, parce que tu sais, si on se dit je vais planter toute une rangée de thym pour empêcher je sais pas, là, la pierrite de trouver mon chou, mais si ça marche pas tant que ça, tu sais, le thym, si t'as une rangée au complet, tu peux en fournir à ton quartier, là. Et en plus, ça se ressème à gauche et à droite. Et là, tous les voisins en ont, puis ils sont pas contents. C'est ça. Fait que quand t'as un petit espace urbain limité, je trouve ça plate de vouloir à tout prix faire du compagnonnage au détriment de l'efficacité, la productivité, autant en termes d'espace que d'argent puis de temps, tu sais. Puis sur une petite surface aussi, si on a un problème d'insectes,
on peut d'habitude le régler assez rapidement avec des produits pas si nocifs que ça. Donc, on n'a pas besoin toujours de prévenir. Moi, j'ai pas des pucerons tous les ans. Non. Pourquoi je me passerais du temps à prévenir quelque chose que je n'ai pas souvent? Ou des fois, c'est carrément des choses ridicules. Oh, l'histoire que faut planter des tagettes, oya d'Inde, pour prévenir des nématodes dans les tomates. Écoute, qui a des nématodes dans ses tomates? Ouais, j'ai jamais entendu ça, moi non personne. Il paraît qu'en Floride, c'est bien un gros problème. Mais j'ai jamais vu ça. Donc, pourquoi je planterais des tagettes? Et d'ailleurs, ça fonctionne pas non plus, mais même si ça fonctionnait, j'ai pas ce problème-là. Donc, pourquoi me compliquer la vie? Ben oui, c'est vrai. Ouais. Puis du côté des plantes pièges, on entend souvent ça, tu sais, de planter des capucines pour que les pucerons attaquent les capucines au lieu d'attaquer les plantes qu'on aime, là. Oui. Ça aussi, hein, c'en est tout un. Oui, ben surtout que c'est comme si on n'avait pas fini la phrase. Si vous plantez un plant piège et c'est attaqué par l'insecte, ben vous le détruisez, le plant piège. Ouais. Pour enlever mais non, les gens les laissent là, puis ils migrent sur les plantes qu'on veut cultiver. C'est comme créer un habitat favorable, en fait, à l'insecte, puis ensuite le la capucine, c'est sûr que c'est sujet aux pucerons, mais si jamais ils sont attaqués, ben bye capucine. Ouais. Surtout, ça fait ça à faire pousser d'autres, hein. C'est pas compliqué, ça. Ouais. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est l'usage des légumineuses pour enrichir le sol. Ben, c'est pas un mythe, dans le sens qu'il y a un fondement, mais comme tu disais, faut compléter la phrase. C'est ça qui est pas dit. Ouais. Depuis que je jardine, là, ça fait longtemps. Oui. On dit toujours les légumineuses, c'est bon parce que ça met de l'azote dans le sol. Puis qui sait? On sait tous, les plantes ont besoin d'azote. Ouais. À peu près pas d'exception là-dedans. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que si on enlève à la fin de la saison les légumineuses, on enlève l'azote aussi. Il faut le laisser se décomposer sur place. Et si jamais dit ça, et je dis c'est un peu plate, ça, et c'est si facile, et d'ailleurs, évidemment, on vit dans un monde où tout doit être propre, puis la décomposition, c'est pas une bonne chose. Il y a aucune raison vraiment de faire un grand ménage dans un potager à la fin de la saison. Mais ces légumineuses-là, les racines surtout, c'est là où c'est surtout concentré. Même le feuillage, soit vous laissez traîner au sol ou vous les enterrez, mais laissez-les là. C'est comme ça que vous allez rajouter de l'azote au sol. C'est pas juste les cultiver. Il faut laisser la décomposition avoir lieu. Non, c'est ça. Idéalement, vous mangerez mieux, ni vos pois, ni vos haricots, parce que vous enlevez de l'azote, ça aussi. Mais là, il y a une limite, là. On peut quand même manger des légumes, je trouve, moi. Mais parce que, juste pour réexpliquer un peu tout ce mythe-là, en fait, ce qui est pas un mythe, mais bref, c'est que les plantes et légumineuses, en général, vont faire ce qu'on appelle des nodosités ou des nodules. Non, mais je crois que nodosité. Oui, la nodosité, c'est la sélection. Ouais, c'est ça. C'est la chose. Bon. Bref, font des nodules sur leurs racines, où ils vivent en symbiose avec une bactérie dans le sol, qui leur permet de capter de l'azote de l'air, puis de le fixer finalement dans le sol, mais à leur propre usage, généralement. Puis s'il y a pas déjà plein d'azote dans le sol qu'ils peuvent utiliser plus facilement aussi, c'est ça. C'est sûr. Il y aurait pas de symbiose s'il y a déjà de l'azote, hein, Donc, c'est ça. C'est vraiment dans des cas précis, finalement. Puis si on revient à la permaculture, vous savez, parce que comme c'est émergent, les gens vont beaucoup lire, puis appliquer, puis poser, questionner, un peu comme dans les années 70 où le compagnonnage faisait office de vérité absolue. Mais là, les préceptes qui sont véhiculés par cette école de pensée-là, à laquelle j'adhère, hein, en passant, là, je veux pas avoir l'air de vouloir la détruire, mais on va créer encore une fois des guildes où il y a des plantes qui doivent repousser les ravageurs, puis aussi où il doit absolument avoir une plante pour fixer l'azote. Fait que dans un système vivace, est-ce que vous avez une opinion sur l'usage des plantes? Pour fixer l'azote. Écoutez, c'est pas illégal d'acheter de l'engrais à l'occasion, biologique ou source naturelle. On peut en rajouter. On pourrait même aller une étape plus loin et faire une année de jachère, si on veut, avec des légumineuses qui peuvent vraiment, là, être enterrées et rester sur place. De là, si on cultive des légumineuses, il faudrait les laisser là, au moins. Puis c'est pas ça qu'on dit dans ce que je lis, là. Il parle pas de ça. Non, je suis pas... C'est curieux parce que j'ai jamais vraiment étudié la permaculture parce que ça ressemble à ce que je fais déjà. Ouais. Depuis presque toujours. Donc, c'est comme, pourquoi étudier ça? Surtout que ça va si bien.
Fait que, Il y a beaucoup de gens qui, tu sais, c'est un mot qui existe depuis longtemps, mais qui est plus utilisé dans les dernières années. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui font ça depuis des décennies sans le nommer, parce que justement, c'est des savoirs traditionnels, c'est de la logique aussi. Ah oui, oui. Fait on n'est pas obligé de s'en revendiquer pour en faire. Non. Mais, et d'ailleurs, c'est une idée drôlement intéressante. Et moi, une question que je me suis toujours posée. Pourquoi les humains, disons des Européens du moins, ont adopté des plantes annuelles comme culture? Pourquoi on n'a pas adopté des vivaces ou des arbustes comme culture de base? C'est incroyable. Plus simple, ouais. Oui, et c'est bizarre. Oui. C'est vraiment bizarre, ça. Donc, l'idée qu'on pourrait peut-être retourner aux sources, trouver des souches plus permanentes. Wow, ça c'est. Ouais, il y a un Américain qui fait ce travail-là. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Eric Twinsmeyer, qui est passionné de vivaces, puis qui s'est intéressé justement à la question comment nos aliments de base pourraient être vivaces, puis il a écrit différents livres à ce sujet-là. Si vous le connaissez pas encore, je vais le lire. Oui, mettez-le sur votre to-do ou votre je suis pas dans mes pensées plus parce que je vois très bien que la forme sauvage des fois était vivace, puis on a rendu annuel, ou pas assez rustique, mais ça on pourrait choisir. En tout cas, il y a du potentiel extraordinaire. Mm-hmm. Quand je vois des gens tout arracher la fin de saison et le potager est vide, je dis c'est pas normal. Non, c'est se donner bien plus de travail puis de trucs qu'autre c'est chose. certain. Ouais, ça va pas avec un jardinier paresseux. Non. Non. Du point de vue, si on parle un peu des insectes, on a parlé un peu des plantes répulsives, mais est-ce qu'il y a des mythes ou des grandes vérités finalement dans ce qui circule pour aider à piéger certains insectes ravageurs, dans tous les trucs qui sont donnés, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas finalement? On a parlé des coquilles d'œufs, là, mais... Coquilles d'œufs. Évidemment, la chose qui aussi qu'on entend beaucoup, c'est la piège de bière pour les limaces. Bon, c'est pas un insecte, mais on se comprend, là. Ouais, un ravageur. Et ce qu'il faut, moi, c'est intéressant, je pense, d'aller sur l'Internet et de voir des vidéos qui montrent des limaces qui boivent heureusement de bière, puis repartent, puis reviennent et repartent. On en a regardé, puis on a vraiment ri. Oui. Oh non, c'est épouvantable. Puis qui savait qu'on avait tant de limaces que ça? Oui, c'est fou, hein? C'est fou complètement. Mais le problème, pour comprendre ce que je veux dire, les limaces, l'histoire est que, théoriquement, on peut mettre un bol de bière à l'extérieur. Les limaces vont venir boire la bière, vont tomber dedans et vont se noyer. Et si vous le faites, effectivement, vous allez trouver quelques limaces dedans, essentiellement des limaces qui ont été poussées par les autres. Hein? C'est ça, des fois dans les bars, ça dégénère. Mais la plupart viennent boire. Puis ne sont pas tués, c'est pas mortel du tout. Ils reviennent, ils restent dans le coin. Ça fait que ça augmente le problème. OK. Et idéalement, on pourrait faire ça marcherait, c'est de mettre le bol de bière loin des plantes. Mm-hmm. Les étirer ailleurs, les limaces pas proches, loin. Mais c'est pas ça qu'on dit. C'est vrai. Et là, on doit faire un mea culpa, les horticulteurs, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà conseillé quand même de faire. Il y a plein de choses que j'ai conseillées, que j'ai dû vraiment me retirer. Je me souviens toujours le sel d'Epsom et les tomates. Mon père faisait toujours le sel de tomate, c'est bon pour les tomates, c'est fait pousser. Et moi, j'ai toujours dit parce que je pensais que c'était vrai. C'est quelqu'un qui m'a dit, tu devrais regarder les recherches, avant de parler. Oups. Et effectivement, ça donne pas grand-chose, à moins que la tomate manque de magnésium. Et dans ce cas-là, oui, mais nos sols manquent rarement de magnésium, c'est pas un minéraux qui est rare. Ouais. Et donc, ça donne pas grand-chose. Et d'ailleurs, une des études intéressantes, ils avaient arrosé avec juste de l'eau, même quantité d'eau, et l'eau avec sel d'Epsom, et les tomates qui avaient mieux poussé, c'est ceux qui avaient juste de l'eau. Parce que, pas encourageant. Ouais. Fait que plus notre carrière est longue, plus on a des chances de se contredire, puis qu'il y a des choses qu'on a dit au début qui soient plus vraies à la fin. Ce qui est intéressant avec l'Internet, c'est qu'on peut corriger les blogs. Hey, imaginez. Dire qu'on ça laisse des traces de ce qu'on a dit avant, mais non, on peut aller se corriger. Oui, mais on peut le dire honnêtement, on peut l'écouter. Ouais, j'ai écrit ça, puis c'est pas vrai, j'ai vérifié, etc. On peut se corriger. On peut pas faire ça avec des livres. Non. Des choses que j'ai mis dans mes livres, là, j'ai très honte. Hein? Est-ce qu'il y a un exemple? Oh, là, je peux pas penser à un tout de suite. Pas obligé, hein. Oh, mais il y en a quand même. C'est comme, je relis, j'ai déjà dit ça.
Et c'est sûr que je le croyais à l'époque. Ben oui, personne ne veut écrire un livre de mensonges. Là. Même Louise Riot, elle devait être de bonne foi. Elle devait croire ce qu'elle Ben oui. qu'elle avait mis là. En tout cas, moi, mes blogs, je les mets à jour quand j'apprends quelque chose qui est pas correct. Ça, c'est normal. En fait, c'est sain. En fait, on continue d'apprendre tout au long de la carrière et tout. Et c'est pas fini. Ben oui, c'est ça. On va apprendre d'autres choses. Puis la science évolue en même temps aussi. Je pense que le compagnonnage va évoluer vers quelque chose d'intéressant. Mais il faut faire des vrais tests et vraiment vérifier et pas juste des conditons, là. Il faut que ce soit vrai. On va découvrir plein de choses. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a des grands mythes ou des choses qui sont véhiculées qui ont été prouvées par la science dans les dernières années? Oui. Alors, la chose que dont je me souviens plus, c'est le savon pour traiter les insectes. Parce qu'il faut penser que les scientifiques disaient non, hein. Savon, ça peut pas contrôler les insectes, c'est pas un produit chimique développé pour tuer les insectes. Et des générations théoriquement d'ailleurs, à l'époque, c'était prendre l'eau de vaisselle et lancer sur les plantes, c'est ce que nos grands-mères faisaient. Ouais. Et ça avait l'air de marcher. Ils ont étudié ça a pris jusqu'à les années 50 avant d'étudier le cas pour découvrir qu'en fait, c'est drôle, mais oui, ça fonctionne. Ben oui. Et on sait aujourd'hui que c'est pas parce que le savon est toxique aux insectes, Non. ce qui est une bonne chose, ça les empêche de respirer, ça bouche les pores pour lesquels ils respirent. Et donc, OK. Là, le problème, c'est que les gens répètent encore, je mets le savon à vaisselle et je traite mes insectes avec ça. Mais le savon d'ailleurs, je cherchais le mot savon à vaisselle, il y en a pas. C'est enfin un détergif à vaisselle. C'est plus ce que grand-maman mettait sur les plantes. Donc, il faut mettre un véritable savon et le plus pur possible pour pas nuire aux plantes. Ouais. Quand on veut traiter des insectes. Et le savon à vaisselle, d'ailleurs, quelqu'un qui pense que le savon insecticide, c'est un produit qui existe, c'est super biologique, c'est super pur. Et les gens pensent que le savon insecticide n'est pas biologique et que le savon à vaisselle l'est. Parce que c'est un produit du quotidien, au fond. Oui, parce que ça, c'est vendu en achète. Donc, ça doit être des grosses compagnies qui ont mis des poisons dedans. Alors que le savon vaisselle, c'est plein de émulsifiants, de colorants, de produits pour le sang-temps. Il y a rien de naturel là-dedans. Puis en plus, ça, c'est une histoire qui date des années 70. C'est la seule fois que j'ai vu une compagnie admettre une erreur en public. Mais la compagnie Palmolive, qui fabrique savon à vaisselle et autre chose, mais ils avaient mis un communiqué disant, nous sommes pas responsables pour les dégâts causés aux plantes par l'utilisation de notre savon à vaisselle. Ils ont expliqué, et ils ont dit, c'est parce que nous changeons régulièrement des ingrédients selon les coulées entrants. Et donc, une fois, on peut le mettre et ça marcherait. Mais si vous achetez le même produit physiquement, ça ressemble. C'est la même odeur, la même texture. Mais c'est plus la même chose. Ça peut tuer des plantes. C'est quand même drôle que c'était assez répandu puis qu'ils étaient au courant assez pour ce... c'est ça, j'ai la même réaction. Il fallait qu'il y ait beaucoup de jardiniers qui aient vécu des problèmes pour que Palmolive sente le besoin de se justifier. Impressionnant. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça, on voulait aborder les mythes horticoles, mais on voulait pas avoir l'air de s'opposer à la tradition puis de rejeter d'emblée les pratiques ancestrales parce que justement, il y a des choses qui sont faites par tradition qui a une explication rationnelle et logique qu'on n'est peut-être pas en mesure de comprendre aujourd'hui puis qu'on va comprendre un jour. Puis des choses qui sont comme juste répétées, qui ont pas de fondement, au contraire. Puis c'est de faire le ménage là-dedans qui est comme un peu peut-être le travail des jardiniers, peut-être surtout des scientifiques. Puis que c'est complètement fascinant finalement. Puis surtout douloureux, un processus douloureux de se détacher de nos propres croyances, hein. On le voit. C'est pas facile. En tout cas, moi, j'imagine une des choses que je dis aux gens qui choquent énormément, c'est au sujet des gourmands de tomates et que vous n'avez pas besoin de les enlever. Donc, on comprend la technique. Mon père a toujours fait ça, hein. Toutes les branches des tomates, il enlevait sauf une seule. Et les branches secondaires, il les appelait gourmands. Il fallait les enlever. Et la première chose qu'on apprend quand on fait un peu de recherche, c'est que c'est pas des gourmands. Ce sont des branches qui produisent des fleurs et des fruits. Fait qu'on vient de baisser la production. Donc, c'est pas fort. Mais comme le mot gourmand est là et les gens l'utilisent, gourmand a l'air d'être quelque chose de négatif. Ben oui. Et les gens disent, et donc, pose la question aux gens, gourmand, c'est parce que,
ça suce la sève ou ça enlève l'énergie de la plante. Je pense que ça vient de la production fruitière, hein, ce Oui, terme-là. le terme gourmand a été utilisé notamment pour les fruitiers. Il y a des branches, des fois, qui montent tout droit vers le haut, qui ne produisent pas de fleurs ou de fruits jamais. C'est ça. Et ça, c'est un gourmand. Et d'ailleurs, même là, en fait, ils ne sucent pas la sève de la plante, mais ils ne produisent pas. Une branche inutile. Alors que sur les tomates, c'est une branche, tout simplement. C'est ça. Et tout ce qui est vert sur la tomate apporte de l'énergie. Donc, ça ne sape pas l'énergie de la plante, ça donne de l'énergie de la plante. Donc, on peut enlever des fleurs en trop à la fin de la saison, s'ils ne mourront pas, mais laisser les branches si possible. Évidemment, le problème devient comment gérer cette profusion de branches. Et c'est là où je comprends des gens qui disent, moi, je dois couper les branches, je veux pas dire le mot gourmand, là, pour pouvoir mettre ma plante sur son tuteur unique. OK, d'accord, j'accepte ça. Ou pour l'aération. L'aération, oui. Ouais. Mais même ça, une autre histoire, là. Encore. C'est ça, dans quoi on s'est embarqué, là. C'est ça. Une autre histoire, là. Quand on fait une étude sur qu'est-ce qui se passe quand on taille les branches de tomates, ça augmente les maladies. Ah, c'est des portes d'entrée. Donc, c'est autant de petites blessures. C'est aussi bien d'avoir une plante dense que d'avoir une plante qui est malade. Ben oui. Fait que, évidemment, la solution, on va parler, c'est de trouver des bonnes grosses cages de tomates, mais des bonnes grosses, pas des petites affaires de rien, là. C'est ça. Ou s'en fabriquer. Il faut pas appliquer les distances de plantation recommandées si on sait qu'on va pas couper les gourmands, parce que c'est sûr que si on plante nos plants aux 50 cm, mais qu'on choisit de la conduite sauvage, là, de pas rien couper, ben c'est sûr que ça fonctionnera pas, là. Il faut espacer différemment, il faut avoir une belle grosse cage. Et moi, je n'ai fait que prendre une branche qui ressort et le repousser à l'intérieur. Et ça va très bien. Évidemment, parce que j'aime beaucoup de tomates et pas juste quelques-unes. Je préfère des tomates indéterminées. Ouais. On a la même tomate préférée. Ah oui? Ouais. Je me souviens jamais des noms, mais la petite dorée. Oui, c'est ça, c'est la Sun Gold. Moi, je disais toujours que c'était ma préférée. Bon. Puis là, j'ai lu ton billet, puis là, je disais, moi puis Larry, on pense pareil. Ah non, mais c'est un bonbon. Je sais. Pas très sujet aux maladies non plus, donc c'est excellent. Oui. Je l'aime beaucoup. Je sais. Moi aussi. Mon épouse sait pas comment ça s'appelle, mais elle veut toujours que j'ai la tomate orange. La petite tomate orange, j'aime ça. Ouais, moi aussi, vraiment. Ouais. Donc, en conclusion, Larry, je me demandais, parce que quand on lit sur Internet, on voit qu'il y a plein de communicateurs de centres jardins, de gens qui ont des blogs, qui vont perpétuer des mythes, puis qui sont quand même des autorités, là, qui doivent réfléchir, puis qui doivent savoir que c'est pas nécessairement justifié ce qu'ils disent, mais qui veulent créer du contenu, peut-être qu'ils choisissent de pas choquer. Alors, pourquoi tu t'es donné la mission, toi, de déboulonner jour après jour des mythes? Ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, j'aurais jamais dû. Des regrets exprimés. Non, j'ai pas un regret vraiment. Mais si j'avais voulu faire de l'argent, ben, c'est pas la bonne chose à faire. Non. C'est juste je dirais pas des, moi, ce n'est pas des noms ou, mais les centres jardins qui veulent rien savoir de moi, parce que je ne parle pas favorablement de tous les produits, tous les produits, ce qu'il faut faire d'après eux. J'ai un problème avec ça. Et c'est eux qui ont de l'argent dans la région en horticulture. Si je fais pas de télévision payante ou de radio payante à Québec, ben, c'est parce que je suis pas de bon bord. Je suis le méchant qui dit aux gens, achetez pas de la terre noire sur la cochonnerie. Faut pas faire ça. Et donc, mais, dans le fond, je suis pas axé sur l'argent, malheureusement. Ben, ouais, malheureusement ou heureusement pour les gens qui aiment la vérité. Oui, mais, et donc, ça m'a jamais intéressé de vendre mon nom, dans le fond, ou c'est des produits à lesquels je ne crois pas. Donc, moi, c'est ça. J'aurais pu faire plus d'argent si j'avais fait de la contrôle, mais je l'aurais jamais fait. C'est pas possible. J'aurais pas pu faire ça. Non, on dort mieux quand on est cohérent avec ça. Moi, je trouve. Et évidemment, même si on dit que ce sont des experts, ils doivent savoir. C'est pas toujours vrai, hein? Non. Il y en a qui se donnent pas la peine de vérifier. Ils ont toujours dit ça et pensent pas le changer. Et même si on leur dit, ils changent pas. C'est pas toujours ça. Moi, ce que je trouve ça plate, par contre, et là, les centres jardins vont m'ailleurs encore, c'est quand
quelqu'un va dans le centre jardin avec il veut savoir quand il arrive pour payer, par exemple, le show pour tuer la mousse dans le gazon. Puis ils disent, puis on sait très bien que le show ne tue pas la mousse dans un gazon, ça n'a aucun effet sur la mousse. Personne ne le dit. Mais là, on devrait. Mais les choses évoluent, hein. Il y a pas très longtemps, je sais pas si je devrais mentionner parce que c'est une bonne chose, parce que j'ai le nom de Floralie Jouvence. Ouais. Il y a pas très longtemps, la personne n'est pas connue, mais je vais acheter de la terre noire. Je vais acheter de la terre noire parce que les crânes, j'y crois pas. C'est pas vraiment de la terre noire, c'est fond de tourbière. En tout cas, peu importe. C'était pour une émission de télévision, fait que j'ai besoin d'un sac de terre noire. Puis elle dit, vous savez, là, il faut pas le mettre en direct sur les plantes, faut le mélanger avec d'autres choses. Et je dis, mais non, elle me dit la vérité, là. Ben oui. Elle a presque découragé la vente pour dire la bonne chose. Mm-hmm. Wow! Ouais, moi, je trouve ça encourageant. Ben oui. Très encourageant. C'est vrai. C'est vrai que même à la boutique des urbainculteurs, on se le fait souvent. Souvent, on va se faire demander certains produits ou on se pose des questions, puis on essaie d'expliquer à quel point, au fond, on n'a pas besoin de tant de choses, puis que c'est simple, puis les gens tiennent à avoir comme, je sais pas, des gadgets. Ça leur donne confiance peut-être, mais c'est fascinant. On n'a pas besoin de tant de choses que ça du tout pour jardiner. Ouais, parce qu'on partage un peu ça. Tu sais, les urbainculteurs, on est un organisme à but non lucratif qui ont une boutique dans le but de s'autofinancer. Puis on a seulement quelques produits choisis. Tu sais, nous aussi, on n'a pas d'intérêt à vendre des choses qui fonctionnent pas ou des choses qui sont pas en accord avec nos valeurs. Puis nous aussi, on déconseille. Tu sais, on pourrait faire plus d'argent. Nous aussi, si on vendait des gants avec toutes sortes de motifs ou je sais pas là. Ah oui. Mais c'est un choix conscient d'aller vers les choses simples, efficaces puis abordables. Ouais, on se comprend. Je suis d'accord avec moi. On se comprend très bien. Ouais. C'est vraiment, je sais pas pourquoi on est comme ça. Et c'est pas payant. Je vous dis avant, c'est pas payant. Mais au moins, on se sent correct. Ben oui. Parce qu'on dit ce qu'on pensait. Ouais. Super, ben c'était un grand honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, un grand merci. D'être ce que tu es, de faire ce que tu fais. C'est merveilleux de t'avoir dans le paysage horticole québécois. Oui. Ah, merci. Si ça vous a challengé et que vous avez envie d'en apprendre plus sur le jardinage, de connaître des trucs pour vous simplifier la vie ou que vous voulez confronter vos connaissances et vos propres mythes, faites un tour sur le blog de Larry Hutchison, Le Jardinier Paresseux, et écoutez aussi son émission sur les ondes de CKIA FM, le 88.3 à Québec, les mercredis à 10h. Et avant de se laisser, on va aller écouter la capsule horticole de Marie-André. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. On entre maintenant dans un moment de l'année où on s'ennuie de plus en plus de nos légumes frais du marché, de notre panier bio ou des récoltes de notre potager. Aujourd'hui, je vous parle d'une petite méthode simple qui pourra ramener un peu de fraîcheur dans votre assiette, les germinations. Les principaux attraits des germinations sont entre autres son faible coût, sa facilité d'exécution et surtout sa densité nutritive qui est souvent plus élevée que la version mature d'un même aliment. En effet, des chercheurs de l'Université du Maryland ont mesuré la teneur en nutriments de 25 graines et jeunes pousses offertes sur le marché. Les fruits de leurs travaux ont démontré, entre autres, que les pousses de choux rouges, de coriandre et de radis peuvent contenir jusqu'à 69 fois plus de nutriments que leur homologue mature. Étonnant, n'est-ce pas? Si vous commencez, on vous suggère habituellement des germinations faciles comme la luzerne, les lentilles, les fèves molles et les pois chiches. Vous trouverez facilement ces semences dans des magasins d'alimentation naturelle et biologique. Pour procéder, vous aurez besoin d'un pot maçon, d'un coton fromage avec un élastique ou d'un couvercle spécifique prévu à cet effet qui se vend dans le commerce. Premièrement, versez une petite quantité de semences, environ 1 cuillerée à soupe, dans le pot maçon et immergez le tout pendant 4 à 8 heures. Vous vous dites probablement qu'une cuillerée à soupe est bien peu, mais faites-moi confiance, cette quantité sera décuplée. Videz l'eau et rincez. Placez le pot maçon à l'envers dans un bol en lui donnant un angle pour que l'eau s'écoule et que l'air circule. Le fameux rack à vaisselle est tout désigné pour cela. Évitez la lumière directe. Rincez 2 fois par jour jusqu'à ce que vos germinations soient prêtes, habituellement entre 2 et 7 jours selon ce que vous avez choisi de faire pousser. Vous pouvez continuer le rinçage jusqu'au stade de pousse si vous le désirez. Il est normal de voir de petites radicelles blanches, ce n'est pas de la moisissure, mais il ne devrait pas y avoir de mousse ou d'odeur très forte.
Vous pourrez conserver vos germinations au frigo pendant quelques jours, mais consommez-les rapidement. Utilisées dans tous vos plats, elles sont polyvalentes. Merci d'avoir écouté le Mâche Patate, peut-être même de nous avoir suivis tout au long de la saison, si vous êtes fidèles, qui sait. De notre côté, on s'est beaucoup amusé, on a appris énormément, puis on a rencontré des humains fantastiques pendant cette saison-ci. On a bien hâte de vous revenir après les fêtes aussi. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode, à en parler autour de vous, à nous écrire vos suggestions aussi, puis bien sûr, à nous donner des étoiles si votre plateforme où vous écoutez le podcast le permet. Donc, merci beaucoup pour cette saison et on se retrouve bientôt. Bye bye! Bye! Merci d'avoir écouté le Mâche Patate. Je suis Marie-Andrée Asselin, horticultrice, formatrice et conférencière aux urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique et au montage, Dominique Mani. La capsule horticole est préparée et animée par moi-même, Marie-Andrée Asselin. Merci et à bientôt!